probablement un peu vrai ce que vous dites, mais on ne peut pas céder à cette facilité de tout remettre sur le dos des responsables politiques. Les responsables politiques, ils ont une tâche à accomplir, et ils l'accomplissent pour la plupart dans des conditions d'honnêteté et d'intégrité et de volonté de se cultiver qui est grande. Le problème, c'est qu'effectivement, tout est compliqué. Alors, parce que nous sommes arrivés au point, nous avons tous dit, il n'y a pas d'identité musulmane. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un gouffre qui s'ouvre. Parce que s'il n'y a pas d'identité musulmane, les musulmans, comme tout un chacun, aspirent à faire partie d'une norme. Et donc, la bataille qui se mène, c'est qui va construire la norme de l'homme musulman français ou européen. Et c'est là que M. le ministre a raison. L'ignorance, toujours plus de facilité à s'imposer que la réalité ou qu'une forme de culture exigeante. Encore une fois, nous sommes ici dans un lieu qui est en édification pour se battre contre cette ignorance. Mais le primat de la civilisation occidentale, plus un matraquage, il faut quand même bien le dire, médiatique, parce que ça rapporte, crée de la confusion et donne une sorte de prime aux militants musulmans qui fait de sa militance religieuse une façon de s'identifier. Et du coup, c'est cette forme de militance religieuse qui prend le pas sur d'autres lectures du Coran, comme celle que nous décrivait tout à l'heure Tarek Oubrou. On voit bien d'ailleurs le chemin qu'a fait Tarek Oubrou entre 1989, où l'UOIF était sur un soutien un peu proche de la condamnation des versets sataniques de Rushdie, et quelques années plus tard, où l'UOIF s'est intégré et a souhaité être un partenaire des pouvoirs publics. On voit bien qu'il y a une évolution là qui se passe, et les responsables musulmans français, même des tendances réputées plus fondamentalistes que les autres, ont franchi le pas de l'inclusion dans le débat républicain. Mais il n'en reste pas moins que c'est une bataille quelle va être la norme de l'identité musulmane en France et en Europe? C'est une bataille quotidienne. Et on ne peut pas dire que les pouvoirs publics actuels facilitent la vie des musulmans qui ont une lecture plus inclusive, plus en union avec les valeurs de la République que les autres. Je voulais rebondir quand vous avez évoqué le fait qu'on reproche aux musulmans de ne pas aller vers les autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les jeunes qui étaient victimes du discours radical, puisque je suis une ancienne éducatrice. Et puis l'année dernière, j'en ai eu un petit peu marre. Et au contraire, j'ai travaillé sur un public musulman qui franchit les portes des grandes écoles, qui arrive dans les grandes entreprises en tant que directrice, en tant que DRH, et des jeunes souvent pratiquants qui sont en train de franchir classe moyenne supérieure. Donc je me suis vraiment, j'ai fait un gros état des lieux là-dessus. Et malgré que là, ils sont complètement immergés, ils ont suivi le cursus normal, ce sont des jeunes qui sont nés en France, on voit quand même bien que quand ils sont référenciés musulmans, quand ça se voit, quand ça se sent, quand ils sont présumés musulmans, donc je ne regarde même pas leur réalité, présumés musulmans, eh bien les managers n'appliquent encore pas les mêmes critères sur ce type de salarié qu'avec un autre salarié, non pas par racisme, mais parce qu'on revient au début de l'émission, parce que ces salariés sont présumés différents. Donc c'est des représentations du musulman qui finalement parasitent l'application des critères habituels. C'est-à-dire pour évaluer un salarié, on va regarder s'il est capable de se décentrer, capable de se mélanger, etc. Ce critère-là, par exemple de base dans une entreprise, ne va pas être manié de la même façon quand la personne est référenciée musulmane, parce qu'on le voit comme quelqu'un de différent. Et pour moi, le débat actuel sur la question de citoyens français, c'est plus la question du droit à la différence, du droit à l'indifférence, tous ces vieux débats qu'on a eus, c'est le droit à l'égalité. C'est la question de rester à égalité, le droit à la similitude tout en restant musulman. Pouvoir avoir les mêmes valeurs sans abandonner l'islam. Oui, je ne bois pas d'alcool et pourtant je suis ingénieur et pourtant je te dirige. Et c'est ça qui blesse actuellement. Alors, les gens qui ont complètement laissé tomber leur islam arrivent à finalement, comment dire, il n'y a pas cette appréhension d'eux.
quand il y a quelque chose de l'ordre de la pratique musulmane, eh bien les représentations reviennent et la personne est perçue de façon différente. Oui, effectivement, il y a cette tentation de réduire le musulman à une essence insécable, comme s'il est une particule élémentaire, quoique la particule élémentaire peut être tantôt une onde, tantôt une corpuscule. Donc, effectivement, il y a cette tentation de réduire un être complexe par essence. Il est traversé par une tradition, par une culture, par une subjectivité, par une éducation, par une situation sociale, etc. Par une pratique aussi, pardon de vous interrompre, une pratique qui semble plus exigeante que les pratiques religieuses auxquelles on est habitué. Vous savez, l'islam est venu à un moment où la sécularisation a un petit peu affaibli la visibilité du christianisme en général. Et donc il est venu avec une éruption soudaine et brusque, avec une visibilité vraiment étrangère à la religiosité judéo-chrétienne. Donc la piété musulmane est perçue et interprétée comme une agression, comme une désécularisation qui menace la laïcité. Pardon de vous interrompre, ou comme un fanatisme, puisqu'il semble tout à coup plus imprégné de sa religion que ne le sont les protestants, les catholiques. C'est peut-être aussi ça. Oui, mais beaucoup de musulmans sont sécularisés et sont en train de perdre justement cette visibilité. 3e, 4e génération, ils n'ont pas le même rapport aux jeûnes du mois de Ramadan, aux 5 prières, etc., que des gens qui vivent totalement dans une société. Et je pense que dans toute religion, il y a des permanences. La pratique chrétienne, ce n'est pas la pratique juive. La pratique juive, ce n'est pas la pratique musulmane. La pratique musulmane, ce n'est pas la pratique bouddhiste. Il faut savoir qu'il y a des pratiques différentes. Il faut savoir les respecter tant qu'ils s'inscrivent dans l'ordre public, qui respecte le droit en vigueur. Moi, je pense que c'est le droit qui est quantifiable, qui est la seule référence en la matière. On n'a pas le droit de taxer quelqu'un parce qu'il est pieux. On le taxe d'intégriste, de violent, etc. On a du mal à accepter ce retour à la spiritualité qui traverse d'ailleurs toutes les religions. Les chrétiens commencent à devenir plus chrétiens, les juifs commencent à devenir plus juifs. Il y a un cycle de désécularisation, comme l'a été constaté par Peter Berger, un grand sociologue des religions. Depuis les années 70, il y a un retour aux spiritualités en général. Mais c'est vrai qu'il n'y a que pour les musulmans qu'on emploie l'expression musulmans modérés. On ne dit pas encore pour les chrétiens. Parce qu'il est censé sont chrétiens ou juste modérés. On le dit aussi, il y a aussi des débats, je pense à la revue Goliath, il y a tout de même, il apparaît quand même des parties d'église chrétienne qui sont distanciées de la parole officielle. Simplement, évidemment, c'est moins intéressant d'en parler, parce qu'on risque moins de vendre et on va moins faire peur, on a plus l'habitude. Mais je voudrais juste dire que ce que disait Dunia, c'est intéressant, mais il faudrait savoir si cette stigmatisation des musulmans dans l'entreprise est due au fait qu'ils sont musulmans ou simplement au fait qu'ils ont un écart à la norme. Parce qu'au pays de Tartuffe, on est quand même dans un pays extrêmement normatif. Et je ne suis pas sûr que la femme, la personne handicapée, la personne âgée soit mieux traitée que le musulman. Et donc, s'il cumule comme moi, c'est normatif. Il faut bien faire sa petite entreprise. Voilà, non, tu as raison, c'est le même. Tu as raison. Tu as raison dans le sens où c'est le même système qui fonde toute discrimination, c'est-à-dire les représentations qu'on a sur c'est la catégorisation des gens, donc les handicapés, les femmes, les homosexuels, les musulmans, c'est les représentations qu'on a sur cette catégorie qui va parasiter l'utilisation des critères qu'on va utiliser pour Pierre-Paul Jacques. Alors je vous interromps, pardon, parce que aussi bien la femme que les handicapés ne semblent pas tout au moins en apparence, véhiculer des valeurs différentes. S'ils ont des pratiques différentes, ils n'ont pas de valeurs différentes. Alors venons-en au sujet, vous avez tous dit à peu près qu'il n'y avait pas d'identité musulmane, néanmoins y a-t-il des valeurs musulmanes, et ces valeurs musulmanes sont-elles ou pas, ou peuvent-elles se retrouver en opposition avec les valeurs que l'on qualifie de judéo-chrétiennes et qui auraient fondé la civilisation européenne? Alors, si c'est à moi de répondre, je dirais simplement que le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire, je ne vais pas encore y revenir, que le trait d'union entre